Bonjour à tous et bienvenue sur Fotizo on AI. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de machine learning et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardé, le lien est juste en haut, là ou là, je ne sais pas trop, mais il y a aussi le lien dans la description au cas où. Donc, ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est que le machine learning permet d'effectuer plusieurs tâches de manière automatique, notamment les tâches de classification, de régression, mais ce n'est pas toujours magique, il y a beaucoup de limites. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que je vais vous expliquer pourquoi le machine learning a des limites et comment le deep learning est venu les dépasser et apporter un grand bouleversement dans le domaine. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et prenez place, c'est parti. Dans la vidéo précédente, on a défini aussi le machine learning qui signifie en français apprentissage automatique. Et on a dit que c'est une méthode où une machine apprend à partir de données. C'est aussi une sous-branche de l'intelligence artificielle qui est basée sur des méthodes statistiques, sur une analyse statistique. On a également vu à travers un exemple que si on veut séparer des adultes des enfants en fonction de leur poids et de leur taille, il fallait trouver la droite optimale qui permet de séparer les données des enfants de celles de l'adulte. Bien que le machine learning ait révolutionné le domaine, plusieurs résultats ne pouvaient être atteints à cause des limites. Pour comprendre les limites du machine learning, prenons un exemple simple, celui des portes logiques. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que les portes logiques. Ce sont des opérateurs qui permettent de faire justement des calculs logiques et qui sont au cœur de l'informatique fondamentale. Un exemple de porte logique, c'est la porte et. Ce qu'il faut comprendre pour la porte et, c'est que le résultat est 1 ou pour certains on dira vrai uniquement si les deux entrées sont identiques et sont vraies en plus. Avec le machine learning classique, un modèle peut être entraîné pour apprendre justement à imiter le comportement de la porte logique et. Maintenant, prenons l'exemple de la porte logique XOR. Donc XOR, c'est pour le OU exclusif. Pour le OU exclusif, il faut savoir que la valeur est à 1, vrai, uniquement quand les deux entrées sont différentes. C'est-à-dire soit la première entrée est à 0, la seconde à 1, ou la première entrée est à 1 et la seconde est à 0. Imaginez maintenant quand on demande à un modèle de machine learning de simuler une porte XOR, qui est un peu complexe en fait. Le machine learning traditionnel va échouer souvent à comprendre ce type de relation. Il a du mal avec des relations qui sont non linéaires parce que quand on regarde le graphe, on voit que pour la porte XOR, pour trouver la séparation, il faut quelque chose qui n'est pas linéaire en fait. Donc pourquoi il se trompe? Parce qu'il est limité, c'est un modèle qui est limité. Il se limite uniquement aux modèles qui sont très simples, donc il peut faire des tâches qui sont simples. Et pour faire ces tâches simples, c'est comme l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, c'est séparer en fait à partir d'une ligne ou encore prendre une courbe pour séparer des données. Sur l'image, en fait, pour la porte XOR, on voit qu'il n'y a pas de droite qui peut séparer le vrai du faux. Donc, il faut ici quelque chose de non linéaire, comme une transformation des données qui les envoie dans un espace où on peut les séparer, en fait. On peut séparer le vrai du faux. Et c'est là que le deep learning intervient. Pour commencer, il faut savoir c'est quoi le deep learning. J'avais donné une brève définition dans la vidéo précédente, mais on reprend tout ça ici. Donc, le deep learning, c'est une spécificité d'algorithme de machine learning qui s'appuie sur les réseaux de neurones. Donc, pour dépasser les limites du machine learning et traiter les problèmes bien plus complexes, les chercheurs se sont inspirés de la structure du cerveau humain. Oui, du cerveau humain, notamment de la cellule organique qui le compose, c'est-à-dire les neurones. Les neurones sont composés d'un corps cellulaire contenant le patrimoine génétique d'un homme. Ils sont également composés d'un réseau de dendrites qui agissent comme des antennes pour transmettre les signaux électriques et d'un long filament appelé axone qui conduit ces signaux vers d'autres cellules. Dans le système biologique, les neurones échangent des informations via des synapses, donc ils font une communication synaptique où des signaux électriques ou chimiques sont transmis d'un neurone à l'autre. Par exemple, si vous touchez un objet qui est chaud, on aura une communication synaptique donc, qui va en fait réveiller les neurones sensoriels
pour envoyer le signal en fait via les synapses au cerveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une réaction, vous allez dire ouf, ça fait mal, je me suis brûlé. Et c'est cette communication là qui permet en fait de sentir quand on s'est brûlé par exemple. Dans le deep learning, ce principe est imité par des neurones artificiels. Donc les neurones artificiels sont connectés entre eux. Ces connexions sont représentées par des poids ajustés au cours de l'entraînement pour renforcer certaines associations et affiner les réponses du réseau. Maintenant qu'on connaît le lien entre les réseaux de neurones artificiels et les réseaux de neurones humains via les communications synaptiques et tout ça, on peut aussi voir en fait les différences entre le machine learning et le deep learning. Étant donné que j'ai dit tout à l'heure que le deep learning était une spécificité d'algorithme du machine learning. Donc, quelles sont les grandes différences entre le machine learning et le deep learning? C'est ce qu'on voit maintenant. Pour le machine learning, il faut d'abord qu'un expert extrait des données les caractéristiques qu'on appelle encore features. On l'a déjà vu en fait dans la vidéo précédente, avant de pouvoir faire l'entraînement, entraîner un classifieur ou un modèle de régression. Prenons par exemple cet exemple où on veut savoir s'il s'agit d'une femme ou un homme. Donc, classer sur une photo s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'un expert s'asseye pour extraire les différentes caractéristiques de cette image. En l'occurrence, par exemple, extraire le fait que est-ce que la personne a une barbe ou pas, est-ce que la personne a percé ses oreilles ou pas, est-ce que la personne a des cheveux longs ou pas, pour ensuite prendre la décision. Donc, le classifieur, en fait, va être entraîné sur les données qui ont été extraites par l'expert. Donc, on a une intervention humaine derrière le machine learning. Pour le cas du deep learning, on n'a aucune extraction de features qui est faite par l'homme. C'est-à-dire, l'homme n'intervient pas dans le processus. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on donne au modèle plusieurs images et il apprend de lui-même les caractéristiques, il extrait les caractéristiques et ensuite il prend la décision finale. Donc c'est vraiment les principales en tout cas, différences entre le machine learning et le deep learning. C'est que d'un côté on a une intervention humaine pour extraire les caractéristiques, de l'autre on n'a pas besoin d'intervention humaine. Maintenant quand on voit la différence entre le machine learning et le deep learning, la question qu'on peut se poser c'est comment le deep learning fonctionne concrètement. C'est assez simple à comprendre. Il faut savoir qu'un réseau de neurones est composé de plusieurs couches. On a la couche d'entrée où les données arrivent. Ensuite, on a la couche de sortie qui donne la réponse finale. Et enfin, on a les couches cachées. Donc, les couches cachées, ce sont les couches entre la couche d'entrée et la couche de sortie. Et ce sont des couches où s'effectuent tous les calculs. Donc, quand je parlais de poids tout à l'heure, c'est là où en fait on va mettre à jour les différents poids. Donc, il faut savoir que les poids, c'est des fonctions mathématiques, tout simplement. La manière la plus simple de les comprendre, c'est ça, en fait. C'est que ce sont des fonctions mathématiques. Et donc, le secret du deep learning, c'est qu'il peut capturer des relations très complexes grâce à ces nombreuses couches. Et surtout, il apprend tout cela à ajuster les paramètres, en fait, pour devenir plus performant. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la comparaison entre le machine learning et le deep learning. C'est vraiment le grand avantage qu'a le deep learning comparé au machine learning. C'est sa capacité de se mettre à jour, d'apprendre et de, comme je disais, de mettre à jour ses paramètres en fait, sans l'intervention humaine. Par exemple, pour qu'un modèle reconnaisse une image de chat, les poids des connexions s'adaptent progressivement pour identifier des caractéristiques clés comme les oreilles pointues, les moustaches, et bien d'autres caractéristiques. Ça peut être le pelage du chat et bien d'autres caractéristiques en fait que le chat peut avoir. Donc, tout comme les synapses du cerveau renforcent les connexions nécessaires pour reconnaître un stimuli familier, de même aussi on aura des connexions en fait qui se feront entre les différents poids pour se mettre à jour justement. Prenons un autre exemple qui est beaucoup connu dans le domaine, c'est l'exemple en fait des chiffres. Donc, il s'agit là en fait de reconnaître des chiffres sur une image. C'est des chiffres écrits en lettres manuscrites, tout simplement. Donc, pour que le modèle comprenne les images, il faut les représenter sous forme de nombres. Parce que les ordinateurs, ça ne comprend pas les images en réalité, ça comprend uniquement des chiffres binaires, c'est-à-dire 0, 1. Mais dans le cas des modèles de deep learning, il faut transformer en fait ces images-là sous forme de nombres. Parce qu'il y aura des multiplications matricielles qui se feront. Donc, comment cela va se faire? Tout simplement, il faut savoir qu'une image
est représenté par des pixels. Donc, à chaque fois qu'on achète un téléphone et on dit c'est 1080 fois 1000, je sais pas, 1920, on parle en fait des pixels sur l'image. Et si on prend cet exemple en fait, on voit que si l'image, en fait, la dimension de l'image, c'est 28 fois 28, c'est-à-dire on a 28 en largeur et 28 en longueur. Ce qui fait qu'on aura un total de 784 pixels. Donc, on aura 784 entrées au niveau de la couche d'entrée de notre réseau de neurones. Et qu'est-ce qui va se passer? On verra en fait une propagation de l'information dans chaque neurone de notre réseau de neurones qui vont s'activer ou pas. Donc, certains neurones vont s'activer, d'autres non. L'information va donc se propager dans le réseau jusqu'à la sortie de notre modèle. Et la sortie, comme je le disais tout à l'heure, c'est les couches de sortie qui vont donner en fait la décision finale de notre modèle. Et donc cette décision-là, pour notre cas ici, étant donné qu'on veut reconnaître des chiffres, il s'agira en fait de reconnaître des chiffres entre 0 et 9. Donc il y aura 10 chiffres à reconnaître et c'est pour ça qu'on aura 10 neurones à la sortie. Pour chaque chiffre, on aura une probabilité que ça soit le bon chiffre. On voit ici que la probabilité la plus élevée ne correspond pas au chiffre attendu. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On va calculer l'erreur. Donc, si vous vous rappelez de ma vidéo Machine Learning, on parlait aussi de calculer une erreur. Mais là encore, c'est plus ou moins différent parce qu'on ne va pas seulement calculer l'erreur et juste recalibrer nous-mêmes les paramètres, mais ce sont les poids du modèle qui devront se mettre à jour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'erreur va être calculée de manière très intelligente et chaque neurone va se mettre à jour. C'est ce qu'on va appeler la backpropagation. Donc, on va remonter cette erreur-là doucement dans le réseau jusqu'à arriver à l'entrée. Et après cela, on va en fait prendre un nouveau chiffre. Après ce chiffre, on va l'envoyer encore dans le réseau de nouveau. Ensuite, on aura la sortie. On va recalculer l'erreur et on va repasser en fait par backpropagation tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire s'il y a des erreurs, à quel point le modèle doit s'ajuster, à quel point les poids doivent s'ajuster pour reconnaître ce chiffre-là. Donc, on va le faire sur toutes les données jusqu'à obtenir un modèle optimal. Donc, quand on saura que le modèle est assez bon pour reconnaître les chiffres ou pas, on pourra s'arrêter. Il faut savoir que pour s'arrêter, étant donné qu'on ne peut pas trouver la solution parfaite et qu'on va s'arrêter à un certain moment, il y a certaines étapes en fait, certaines stratégies plutôt qu'on pourra utiliser pour s'arrêter, qu'on verra dans d'autres vidéos sur la chaîne, bien sûr. Restez connectés pour ça. Ici, en fait, j'ai pris des exemples des images, par exemple l'image de chat, l'image des chiffres pour reconnaître des chiffres. Mais les données peuvent être autre chose que des images. Ça peut être aussi des textes, du son, qui seront convertis ensuite sous forme numérique, en fait, en valeur numérique, pour que le modèle puisse apprendre justement de ces données. Nous arrivons au thème de cette vidéo, mais il est important de faire une conclusion. Donc, pour conclure, le deep learning est une avancée majeure qui dépasse les limites du machine learning traditionnel grâce à sa capacité à comprendre des relations complexes et à traiter des données brutes. Il est aujourd'hui à la base de nombreuses révolutions technologiques, notamment dans le domaine de la traduction automatique. On a aussi eu la révolution avec ChatGPT, donc des modèles génératifs, que ce soit génératifs de texte, d'images et bien d'autres en fait modèles génératifs comme on a pu le voir ces dernières années. Mais comme toute avancée technologique, il est important de retenir que le deep learning a également des limites que l'on verra certainement dans une vidéo. Avant de vous laisser, je pense qu'il est important que je vous annonce la prochaine vidéo pour que vous vous abonnez. On a vu en fait que pour les images, on utilisait les pixels pour représenter l'information. Donc, je pense que vous vous demandez certainement comment représenter de l'information quand il s'agit du texte. Donc, comment les modèles apprennent sur du texte. Et donc, dans la prochaine vidéo, le titre, ce sera comment les textes sont représentés pour l'apprentissage des modèles de deep learning notamment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas fait, à commenter, partager, laissez un gros pouce bleu s'il vous plaît. Bien sûr, un pouce bleu, un gros. Et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et comme toujours, on se dit à bientôt sur Fotizo on AI.